Se crispant à son fauteuil, Simonouk presse accidentellement la manette du piston et descend subitement d'un cran. Habituellement, ce genre de situation aurait fait rire longtemps les deux complices. Mais c'est l'air vexé qu'il se remet sur ses pieds, se tourne vers la fenêtre et fixe le ciel qui s'assombrit en silence. D'un geste tendre, la jeune femme entoure ses épaules. « Ah, cher petit père, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis là. » Simonouk attrape son gros anorak. « Je suis un chasseur Netsilik. » « Oui, tu es un chasseur Netsilik, mais tu ne sais rien du monde des Blancs. Cet homme-là, il habite loin d'ici. Tu n'as pas l'argent pour payer le voyage en avion. Il habite dans une ville américaine 100 fois plus grande qu'Ottawa. Là-bas, tu serais perdu, comme un enfant. Cet homme-là, personne ne le voit jamais, car il ne se trouve pas dans la même vie que les autres. Personne ne peut tuer Larry Jebb. Ne t'occupe pas de ça, Moumilak, ma petite mère. Il mourra bientôt. Tu peux en être sûr. La couverture nuageuse qui tapissait le ciel s'est dissipée et le firmament s'est rempli d'étoiles. Une moitié de lune blanche recouvre la mer de glace d'un film argenté. Tous les habitants du village ont regagné leur nid et sont abandonnés au programme télévisé. Les multiples pensées de Simonouk se cognent tant contre les murs de sa maisonnette de tôle et de bois que l'homme a dû sortir dans le grand air glacial. Emmitouflé dans sa pelisse, il marche calmement, environné de silence et de solitude. Le poids de ses pas fait crisser la neige. J'ai bien retenu son nom au Kalunat, et sa tête aussi. Il a plein de petites dents rondes, bien rangées. Un esprit démon empêche Naharjouk de le tuer. Trouver l'esprit démon, seul un Angakok peut faire ça. Il ne connaît qu'un seul chaman, sans doute le seul véritable encore vivant dans le nord de la Grande Île. Il se nomme Tartogon. Il est manœuvre dans la section de maintenance des engins de la mine de fer de River Mary. C'est un type bizarre, imprévisible surtout, mais son pouvoir est connu de tous. River Mary se trouve loin de Pond Inlet, très loin même, mais il ira. Ses chiens l'emmèneront. Il faudra longer l'interminable côte hérissée de montagnes en direction de l'est, puis la pointe de la falaise rouge dépassée, traverser la grande baie de l'Éclipse en direction du sud-est. Alors, seulement, on rentre dans le grand couloir de Mine Inlet. Arrivé là, on est encore loin du but. On doit remonter une bonne partie du fjord pour atteindre la mine. Peu importe le temps et la peine qu'il faudra à Simonouk pour y arriver. La situation demande une action immédiate. Cela tombe assez bien. Nous entrons dans le temps de Nalikwaituk. La fin de l'hiver, la période où le soleil a fini de se cacher dans une moufle. L'homme qui veut la mort de Larry Jebb peut compter sur 6 heures de lumière par journée. Cela facilitera sa progression. Par expérience, le vieil homme sait qu'il faudra composer avec l'adversité, car l'hiver et la banquise ne font pas de cadeaux. Si le blizzard se met à descendre en hurlant de la cime des montagnes, il faudra vite monter la tente et faire le dos rond. Il devra contourner des zones de glace fragiles ou progresser vaille que vaille sur un terrain fait de trous et de bosses. Qui sait si l'un de ses chiens ne se blessera pas ou si un ours agressif ne viendra pas rôder autour du campement dérisoire. Il faut bien compter 4 jours entiers pour atteindre la mine. Encore faut-il calculer pour être sûr d'y arriver le samedi dans l'après-midi pour que Tartogon, s'il accepte, consacre son dimanche à convoquer les esprits. 3 jours et demi. Rien de grave n'a entravé le voyage de Simonouk. Le gibier s'est offert à lui. L'homme et les bêtes ont mangé à leur faim. Dans la courbe du bras de mer gelé qui précède l'emplacement de la mine de fer, alors qu'il perçoit déjà au loin la rumeur des pilons, le voyageur tire un gros phoque annelé. Sedna est généreuse avec lui. Tartogon sera honoré de recevoir ce cadeau. La peau noire et blanche de l'animal est parfaite. Simonouk et ses chiens fumants terminent leur course dans la zone réservée au logement des travailleurs. Les Inuits se sont regroupés autour des modules qui s'alignent en bordure de la grève. Ceux qui viennent de débaucher roulent des joints et sifflent des canettes de bière. À celui qui vient de loin sans l'aide d'une motoneige, il réserve un accueil chaleureux. On ne saurait dire qui des mineurs ou de l'homme au traîneau accuse la plus grande fatigue.
Pour tous ici, la vie est rude. Coiffé de son casque à lampe, abrité dans son épaisse veste de travail fluorescente toute maculée de boue, Tartagon fait son entrée dans le bungalow. Il a vu le traîneau et les chiens. C'est sans étonnement qu'il reconnaît et salue le chasseur. Son visage mat et raviné, long comme un couteau, est barré en diagonale par une large cicatrice brune qui lui condamne l'œil droit. C'est là le sale souvenir d'un autre chantier où une élingue tendue à mort l'a cinglé en se rompant. Une longue queue de cheval grasse passe au-dessus de son col. Une moustache fournie lui sort des narines et couvre la lèvre supérieure de sa bouche tordue. Ses mains osseuses sont couvertes de tatouages. La lune presque pleine monte déjà dans le ciel sans nuages. Sans attendre, le gros phoque est découpé, partagé et finalement englouti. Simonouk a distribué les abats à ses chiens harassés. Rassasié, satisfait d'être valorisé aux yeux de ses compagnons, Tartagon accepte d'officier. Demain, les deux hommes se retrouveront aux abords des infrastructures, dans un hangar désaffecté. Simonouk a-t-il apporté une bouteille de whisky? Simonouk hoche la tête. Transportant des nuées de neige, le vent qui s'est levé durant la nuit court furieusement entre les gigantesques hangars. Des flashs clignotants et des projecteurs traversent l'encre bleue de l'aube, dévoilant la silhouette des mâchoires titanesques montées sur chenilles. Des dizaines de camions bennes aussi larges que des maisons sont parqués au pied des collines de fer. Une alarme rauque résonne, puis un appel dans un haut-parleur. Tartagon est de mauvaise humeur. Il a mal dormi. Ses quintes de tout grasse lui font cracher d'immondes glaviots bruns que la bourrasque emporte. Il porte un sac en bandoulière, une besace, et c'est à deux mains qu'il tient son grand tambour rituel de peur qu'il ne s'envole. « Putain, tu veux faire mourir un Américain ? Amène-moi une pute et je le ferai mourir, ton zig. Si t'avais pas fait toute cette route avec tes chiens, je t'aurais envoyé chier. Crois-moi. » Il lance un violent coup de pied sur la clenche. La porte du hangar s'ouvre en grinçant. Dans le faisceau de la lampe frontale apparaît un espace libre entre les épaves de motoneige et des pneus géants. « Allez, amène la bouteille. » Le chaman accroupi vide le contenu de sa besace sur le béton. Une dizaine d'objets faits d'os, de cuir et de pierre se répandent entre ses genoux. Il allume deux grosses bougies rouges en fin de vie sur lesquelles on devine encore l'effigie du Père Noël. « Fais du feu. Tiens, j'ai amené du gras. Il y a des planches là-bas, lance-t-il rudement à Simonouk en s'envoyant une généreuse rasade qui laisse luisant le tour de ses lèvres. Un petit feu éclaire faiblement les deux hommes et sa lueur tremblante dévoile les contours des carcasses entassées. Quelque part sur le toit, une tôle mal apprêtée tape sans répit. Tartagon enfile la pelisse qu'il a sortie de son sac. Elle est brodée de signes magiques. Sur les épaules et le plastron, il a cousu de petits os. Assieds-toi et bouge plus. Le mineur s'assoit sur son sac et roule un énorme joint qu'il allume et fume lentement. En écrasant le mégot, il s'envoie une nouvelle lampée d'alcool. Son œil ressemble maintenant à une boîte vide que la lueur des flammes n'atteint plus. Il se lève enfin, saisit le manche du tambour de sa main gauche et le percuteur de l'autre. Légèrement courbé en avant, il frappe la peau de caribou tendue, faisant pivoter le tambour d'un tour de poignet à chaque frappe. Ses pieds se soulèvent tour à tour. C'est ainsi que dansent les ours. Maintenant, il entonne un chant répétitif qui ne compte pas plus de 5 notes. Chassant la fumée du feu, Simonouk reste immobile à le regarder. Il pense au scylla rempli des œufs lumineux qu'un seul homme a pondus. Un homme au teint rose avec des yeux bleus de gosse et aussi de petites dents bien rangées. Un homme qui pond. Il l'a bien regardé sur l'écran. Il se souvient parfaitement de ce visage. Le chant lancinant qui sort du ventre de Tartagon mêlé au battement régulier du tambour engourdit sa conscience. Son buste se balance d'avant en arrière. Dans l'aura dorée du petit feu, le chaman accède peu à peu à l'état de transe. Son ombre déformée balaye les tôles et les épaves entassées dans le hangar comme un vol d'oiseaux effrayés. Chaque mouvement de sa tête lance des cheveux défaits qui libèrent une pluie de sueur. Des grimaces
grotesque, déforme son visage ruisselant. Son œil est révulsé, tourné vers les abîmes insoupçonnables dans lesquels il est descendu pour déranger la société des Turngates. Répondant au battement régulier du tambour, les esprits effrayants ont maintenant pénétré son ventre et son sang. Ils saisissent sa viande et ses humeurs, ils l'envahissent entièrement et l'emportent à la vitesse de la foudre sous les eaux profondes que la lumière n'atteint pas. Toute l'énergie de Tartagon brûle jusqu'au dernier atome. Lui en restera-t-il assez pour revenir dans le monde connu? Enfin, vient le moment où Tartagon le chaman s'écroule au beau milieu du feu, vidé de toute son énergie. Simonouk le soulève et le déplace. Il est lourd comme un mort. Est-il mort? On dirait qu'il ne respire plus. Simonouk vide une demi-bouteille d'eau sur la tête inerte et l'appelle d'une voix forte. Un muscle de la joue frémit, l'œil s'entr'ouvre et se referme aussitôt. Le chasseur lui prend fermement la main et lui parle pour le guider sur la piste du retour. L'homme remonte lentement vers la lumière. Simonouk l'aide à s'asseoir au pied d'un poteau. À peine sorti des limbes, le mineur hagard réclame la bouteille de scotch. « Vieux Simonouk, les Turngates m'ont parlé. Je connais le chemin. Maintenant je dois dormir. Ce soir, je fabriquerai ton toupilak. » Le chasseur est soulagé. Il tient dans sa main l'avatar magique grâce auquel la mort de Kalunat Larry Jeb surviendra bientôt. Cela ne fait aucun doute. Tartagon et lui-même ont pissé sur la figurine sculptée, en guise de signature de contrat. Il lui tarde de quitter le fond de cette baie où finissent des collines sales et souffrantes, rongées par des machines invincibles. Son vieux cœur se gonfle à l'idée de s'élancer avec ses compagnons vers l'infini virginal. Le ciel est si pur ce matin qu'il voit flotter les lointaines cimes enneigées de l'île Bylot. D'ici la lune noire, le vol des oies des neiges occupera le ciel et l'on pourra entendre leur cacardement incessant. Il conduit ses chiens vers le lieu qu'il juge le plus propice à l'avènement du rituel. C'est un iceberg très haut que les courants de la mer de Baffin ont déposé au large des côtes 2 années auparavant. Les hauts fonds ont mis fin à son voyage. Sous une certaine forme, il a fait partie du paysage pour un temps. Au redout de l'été passé, les gens du village avaient entendu retentir d'une sourde explosion dans le lointain. L'iceberg s'était ouvert en 2, puis il avait basculé dans une série de lents mouvements pendulaires jusqu'à retrouver son nouveau centre de gravité. Depuis lors, il dresse un arc acéré vers le ciel. Les yeux plissés de Simonouk, qui savent lire au loin, devinent déjà cet éclat de lumière posé sur l'horizon. Alors que la nuit a étendu son manteau piqué d'étoiles, la pleine lune apparaît et s'élève dans l'est. La tente brune est adossée à la muraille de cristal qui se dresse au-dessus d'une mer de glace argentée. Le vénérable Inuk s'écarte d'une 50aine de pas afin de dépasser le large pied de l'iceberg. La traînée fulgurante d'une étoile filante cingle le firmament. Simonouk y voit un signal. C'est ici qu'il faut creuser le trou. La glace est épaisse, cela lui demande un effort soutenu. L'eau noire apparaît enfin. Simonouk saisit la statuette grossièrement sculptée dans un bois de caribou et la laisse tomber dans le sombre pays de Sedna. Il imagine sa descente lente et tourbillonnante dans les ténèbres de la mer. Ce que je regarde là, c'est le trou du cul de mon ennemi.